This is not breaking news. Ce n'est pas un scandale, ce n'est pas l'histoire d'une seule personne. C'est un système qui se protège en éteignant la lumière. Quand une économie échoue, les prix montent. Quand les gens sortent, l'État répond. Et quand l'État panique, il coupe la voix du pays. Internet, Apples, silence. Tu as entendu des chiffres. Inflation autour de 50%, nourriture au-delà de 70%. Tu as entendu une coupure d'Internet annoncée comme un détail, mais qui dure déjà des dizaines d'heures. Et si tu crois que ça reste la base, attends. Parce que dans ce même mouvement, il y a aussi une menace frapper des bases militaires américaines dans la région si quelqu'un tente de faire tomber le régime. Si tu veux comprendre ce qui arrive ensuite, abonne-toi et reste avec moi. Parce que ce qui se met en place ici n'a rien d'un épisode isolé. Et ça accélère. Ce qui contrôle le système maintenant, ce n'est pas seulement la police, ni les tribunaux, ni même les discours, c'est le robinet. Le robinet de l'information, le robinet de l'argent, le robinet de la peur. Quand les prix explosent, tu peux encore discuter, tu peux encore comparer, tu peux encore t'organiser. Mais quand le pays est coupé du monde, quand les appels internationaux se taisent, quand l'Internet disparaît, le marché devient une rumeur, la rue devient un piège, la vérité devient un privilège. Et c'est là que le pouvoir change de nature. Il ne gouverne plus par consentement, il ne gouverne même plus par promesse. Il gouverne par opacité. Regarde comment l'équation se referme. Économie qui échoue, colère qui monte, répression qui s'abat, puis isolation technique pour empêcher la coordination et empêcher les images de sortir. Et pendant que le pays est plongé dans ce noir organisé, à l'extérieur, une autre horloge se met à tourner. Celle des menaces régionales, des bases militaires, des conséquences sévères. C'est là que ça devient dangereux. Parce que le prochain mécanisme, c'est celui qui fabrique les erreurs irréversibles. La chose la plus dangereuse ici, ce n'est pas l'explosion, c'est la lenteur. Le glissement silencieux qui devient normal. Avant, une crise économique était un test de compétences. Maintenant, dans ton matériau, elle est présentée comme un déclencheur politique. Inflation autour de 50%. Nourriture au-delà de 70%. Et la rue qui répond. Avant, une coupure d'Internet était un incident. Maintenant, elle devient une stratégie. 60 heures, puis plus. Et même l'effort de bloquer une connexion alternative, comme si la priorité n'était plus de gouverner, mais d'empêcher le pays de se voir lui-même. Tu sens la différence ? Avant, les gens pouvaient s'organiser et être entendus. Maintenant, le système mise sur l'isolement pour gagner du temps au moment même où il perd le contrôle. Et ce changement-là, il ne fait pas de bruit au début. Il ressemble presque à de la gestion de crise. Mais quand tu normalises le noir, tu normalises aussi ce qui se passe dedans. Et c'est là que la suite s'ouvre. Parce qu'une population coupée du monde, face à un pouvoir qui se durcit, crée une pression. Et la pression cherche toujours une sortie. Et voilà le premier choc concret. Pas comme une histoire isolée, comme un symptôme. Dans ton matériau, on nous dit que sur une fenêtre de 48 heures, les Iraniens auraient subi plus de pertes que l'Amérique après le 11 septembre. Je ne te demande pas de valider cette comparaison ici. Je te demande de noter ce qu'elle fait dans le système. Elle transforme une contestation économique en récit de guerre. Et ce récit, il s'emboîte immédiatement avec deux leviers qui s'alimentent. D'un côté, la répression, rendue invisible par la coupure d'Internet, et des communications internationales. De l'autre, la menace externe, frapper des bases militaires américaines dans la région si quelqu'un tente de renverser le régime. Tu vois la mécanique ? Plus le pays est aveugle, plus l'extérieur devine. Plus l'extérieur devine, plus il menace. Plus il menace, plus le régime justifie la brutalité. Et soudain, le centre de gravité se déplace. Ce n'est plus seulement des gens dans les rues. C'est une crise qui réorganise la carte des risques. Si tu veux la suite, et je te promets qu'elle ne va pas là où tu crois, abonne-toi. Parce que la question n'est pas qui gagne, la question c'est qu'est-ce qui se casse, même si personne ne gagne. Et dans un instant, on arrive au point où l'histoire se referme comme un piège.
Voilà le mécanisme caché, celui que presque tout le monde rate parce qu'il ressemble à une simple réaction. Dans ton matériau, l'économie est le détonateur, inflation, nourriture, vie devenue trop chère. Mais la manière dont le système répond révèle l'architecture réelle. Il ne cherche pas à résoudre la cause. Il cherche à interrompre la coordination. Couper Internet, couper les appels internationaux, isoler, puis tenter de brouiller une sortie technique, même une alternative privée, pour que l'intérieur ne puisse ni s'organiser ni témoigner. Et là, on voit clairement qui encaisse et qui gagne du temps. Ceux qui encaissent, ce sont les gens qui font la queue, qui comptent, qui hésitent à sortir parce qu'ils savent plus ce qui se passe ailleurs. Ceux qui gagnent, ce sont les acteurs qui contrôlent les points d'étranglement. Information, sécurité, accès. Et l'extérieur, lui, n'obtient plus d'effets. Il obtient des signaux, des rumeurs, des menaces, des promesses de conséquences sévères. C'est ça le vrai danger systémique. Quand la réalité est coupée, le pouvoir se nourrit du brouillard. Et dans le brouillard, tout le monde commence à jouer à l'aveugle. Et maintenant, accélération. Alors, la deuxième secousse arrive. Plus rapide, plus sèche. Et elle pousse tout le monde vers le bord. D'un côté, on te dit le régime menace de frapper des bases militaires américaines au Moyen-Orient si les États-Unis essayent de faire tomber le pouvoir. De l'autre, on te dit le président américain avertit que si des manifestants sont tués, il y aura une réponse là où ça fait mal. Écoute bien ce que ça produit. Ce n'est plus une crise intérieure. C'est une crise à double détente. Parce que chaque phrase, chaque avertissement, chaque menace change le calcul de l'autre camp. Et pendant ce temps, le pays est coupé. Les communications sont éteintes. L'information manque. L'erreur devient probable. C'est là que le système se met à courir tout seul. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait pour déclencher une escalade. Tu as juste besoin d'un moment où tout le monde croit qu'il doit frapper le premier. Et plus le noir dure à l'intérieur, plus le monde extérieur s'approche de cette conclusion. On ne peut pas attendre de savoir. Et c'est exactement là, dans cette seconde où l'attente devient intolérable, que quelque chose peut basculer. Parce que la prochaine étape n'est pas géopolitique. Elle est intime, elle est domestique. Elle touche ta vie, même si tu n'as jamais mis les pieds là-bas. Je veux que tu te mettes à cette place. Pas eux, pas là-bas. Toi. Dans ton matériau, la cause immédiate est claire. La vie devient impossible. Inflation, nourriture, une économie qui ne tient plus. Et ensuite, quand les gens sortent, le système répond avec la force, puis avec le silence. Imagine ce que ça fait, concrètement. Tu ne sais plus où sont les autres. Tu ne sais plus si une rue est sûre. Tu ne sais plus si ce que tu vois est un événement ou un piège. Et quand tu ne peux plus appeler, plus vérifier, plus montrer, tu es réduit à une seule chose, ton corps, dans un espace incertain. C'est comme ça qu'une crise économique devient une crise de survie. Et c'est comme ça qu'un pouvoir transforme la faim en contrôle. Si ça te serre un peu la poitrine, c'est normal. Parce que ce mécanisme-là n'appartient pas à un seul pays. Il appartient à un siècle. Abonne-toi, partage cette vidéo à quelqu'un qui pense encore qu'une coupure d'Internet, c'est juste technique. Parce que la suite, c'est la contagion. Et elle ne demande pas la permission. Et maintenant, on élargit l'onde. Parce qu'une crise qui menace des bases militaires, une crise qui réécrit des alliances, une crise qui parle de ports, de concessions à des blocs rivaux, ça ne reste pas confiné. Et là, l'onde sort du cadre. Elle quitte la rue. Elle quitte même le pays. Elle commence à tirer sur les fils du système mondial. Dans ton matériau, il y a un détail qui n'en est pas un, l'idée que le régime, par faiblesse, aurait offert des concessions à de grandes puissances et qu'un accord de 2020 concerne des ports. Peu importe, ici, le nom exact du contrat. Ce qui compte, c'est la logique. Quand un pouvoir se sent menacé à l'intérieur, il cherche des béquilles à l'extérieur. Et ces béquilles ne viennent jamais gratuitement. Alors tu obtiens une configuration instable à l'intérieur, un pays qui se soulève contre une économie qui échoue et contre une violence qui s'intensifie dans le noir. À l'extérieur, des partenaires qui voient une occasion de verrouiller des actifs stratégiques, des routes, des ports, des positions
Et au-dessus, une superposition de menaces militaires, bases américaines, ripostes possibles, régions inflammables. C'est comme verser de l'essence sur un feu que tu ne vois pas. Tu ne sais même pas où sont les flammes. Tu sais juste que la chaleur monte. Et maintenant, on arrive à la question qui fait peur parce qu'elle est simple. Qu'est-ce qui se passe quand ce système n'arrive plus à ralentir? On arrive au futur. Pas comme une prophétie. Comme 3 couloirs qui s'ouvrent et personne ne peut prétendre savoir lequel va s'imposer. Premier couloir, l'ajustement. Le système recule juste assez pour survivre. Quelques concessions, une réorganisation, peut être une transition promise cadrée comme stable étalée sur un couple d'années. Mais même là, le danger ne disparaît pas, parce que l'arme la plus efficace, couper la voie, a déjà été testée. Et un outil testé reste sur la table. Deuxième couloir, l'érosion. Rien ne se résout. Tout s'use, l'économie continue de broyer, la rue continue d'apparaître par vagues, et la réponse, c'est la répétition, répression, coupure, brouillage, peur. Le pays devient un cycle, un rythme de crise permanente. Et le monde extérieur s'habitue à vivre avec un point chaud qui ne s'éteint jamais. Troisième couloir, la rupture. Pas forcément un grand moment spectaculaire, parfois c'est une série de petites erreurs, une mauvaise interprétation, une frappe, une riposte, une escalade régionale, exactement comme le matériau le laisse entrevoir avec les menaces sur des bases américaines et les promesses de frapper là où ça fait mal. Je ne te dis pas lequel arrive, je te dis seulement ceci. Dans les 3 cas, le mécanisme central, l'obscurité comme méthode de gouvernement, continue de produire du risque. Et maintenant, on termine sans te donner la sortie de secours. Parce que la sortie, elle n'existe pas encore. Alors voici la fin. Et je vais faire exactement ce que je t'ai promis. Pas de consolation, pas de morale, pas de résolution propre. Parce que le vrai sujet, depuis le début, ce n'est pas une figure, ni même un pays. C'est une technique de pouvoir qui se répand. Quand la pression monte, on coupe la réalité. On coupe les images. On coupe les appels, on coupe la coordination. Et ensuite, dans le noir, on réécrit ce qui s'est passé. Dans ton matériau, ça apparaît comme une réponse à des manifestations déclenchées par une économie qui s'effondre. Mais la conséquence, elle dépasse le moment. Une fois que l'obscurité fonctionne, elle devient un réflexe. Et quand ce réflexe s'additionne à des menaces militaires, frapper des bases, répondre très durement, tu obtiens un monde où l'erreur n'est plus l'exception, elle devient le moteur. Ce que tu dois garder en tête, c'est ça. Plus le monde accepte les crises sans images, plus il devient facile de fabriquer des décisions sans preuve. Abonne-toi, parce que la prochaine vidéo, ce n'est pas la suite de l'Iran. C'est la suite de cette méthode, là où elle réapparaît, là où tu ne t'attends pas à la voir. Et si tu t'éloignes maintenant, tu manqueras le moment exact où le noir devient la règle.